Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence du vénérable octogénaire. 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 J'ai un follower libéral sur Twitter qui t'appelle comme ça, le vénérable octogénaire. Bon alors, à propos... Je suis un paléolibéral. Le paléo... Mais j'aime beaucoup paléolibéral aussi. Paléolibéral, ça veut dire j'étais là à l'époque des diplodocus et puis... Dis papa, tu as bien connu les dinosaures? Oui, ils étaient très sympathiques. Je dois vous rappeler que va sortir dans le magazine Causeur un grand sujet dédié au vénérable et que vous ne sauriez trop bien employer vos deniers que de l'acquérir prestement dès qu'il va sortir en kiosque. Donc, a priori, quand cette émission va sortir jeudi prochain, ça devrait être sorti puisque ça sort le 7, mercredi. Le 8, mercredi. Donc, précipitez-vous, on ne peut dire que ça. Abonnez-vous et essayez de rendre service à Causeur. Est-ce que le jour où tu as fait les photos, il y a des photos du DAF avec? Non, mais il n'était pas là. Ah, il n'était pas là, c'était un jour où... Il n'était pas là. Oh là là. Bah oui, puisque c'était quand j'étais... voilà, et donc il était pas là, sinon... Il était au bureau. Et voilà, bah c'est horrible. Voilà. Il n'y a pas l'élément essentiel de ces émissions, n'est pas pris en photo. Comment on dit, le gréement, la moelle, voilà, substantifique moelle. Voilà, alors aujourd'hui, on va pas faire une émission de questions parce qu'on avait fait un direct qui était très sympa jeudi dernier. Oui. On vous remercie pour ceux qui l'ont suivi et de nous avoir mis des pouces et tout ça. C'était vraiment... C'était très gai, un peu cafouilleux, mais on a bien rigolé. Oui, mais écoute, franchement, c'était bien. J'espère qu'on en refera d'autres. On verra ça avec Léonard. Oui. Les gens ont dit que c'était très gai et très sympa. Donc, voilà. Ça c'était très gai. Et l'avantage d'avoir ça, c'est que si jamais, de savoir qu'on peut le faire, oui, ils le peuvent, c'est que s'il se passe quelque chose d'horrible sur les marchés, on pourra prendre l'antenne et vous dire direct spécial parce qu'il s'est passé ceci ou cela. Voilà. Ça, c'est important en effet, de savoir qu'on peut le faire, c'est voilà. Bien. Qu'on peut relativement y arriver. Ouais. Alors, aujourd'hui, donc, consacré à vos questions que j'ai demandées sur Twitter et que je vais livrer aussi. Alors, on va reprendre en premier lieu un point qui est important, qui est la différence que tu accordes entre le libéralisme et ce que tu appelles le capitalisme de connivence, qui vient de l'anglais, qui est crony capitalism. Et donc, est-ce que tu peux rappeler véritablement pourquoi l'usage du mot ordolibéralisme, hyperlibéralisme, néolibéralisme est sot, et que, autant que faire se peut, il faut utiliser ce que tu définis par capitalisme de connivence, et aussi, seconde part de la question, quelles sont, selon vous, les mesures nécessaires à mettre en place pour limiter les effets de ce capitalisme de connivence ? Alors, donc, le définir, l'encadrer. Le capitalisme de connivence, c'est simplement un homme d'affaires qui réussit et qui arrive à une position dominante, automatiquement va essayer de transformer ses profits en rente. C'est-à-dire qu'il va vouloir que des lois soient passées de façon à lui assurer le monopole ou un quasi-monopole. Et pour que ce soit possible, il faut qu'ils se mettent d'accord avec les politiques. Et donc, le capitalisme de connivence, c'est toujours une connivence entre ceux qui cherchent la rente et de l'autre côté, ceux qui sont prêts à passer des lois pour qu'une rente se crée, mais à condition qu'on les aide à rester au pouvoir. Tu vois. Parce que, par exemple, pour la libéralisation d'EDF, on a bien vu que dans le fait qu'ils aient forcé à dégrouper et à faire des petites entités... Ça, c'était autre chose. EDF, c'était pas tout à fait la même chose. Là, je pense plutôt, si tu veux, à des choses comme le journalisme libre. Mm-hmm. Ce qui est toujours agaçant pour le pouvoir. Tu vois, les types, s'il y a une vraie liberté des journalistes, ils dénoncent parfois les calembredènes des gens qui sont au pouvoir et ça les agace. Donc, il faut que tu réussisses à contrôler la classe journalistique et pour ça, il faut que les journaux appartiennent à des gens à des gens qui
qui entendent se faire obéir. Alors, il y a ça, et il y a aussi le recours aux subventions. Oui, puisque tu payes d'une main, mais aussi de l'autre, tu donnes des subventions. Mais tu peux pas me faire croire que M. Arnaud a besoin de subventions, c'est pas vrai. En réalité, c'est une façon de faire comprendre aux journalistes qu'on peut fermer leur journal s'il n'y a plus les subventions. Alors oui, il y a ça, mais tu as les décotes fiscales dont bénéficient les journalistes. Donc, non, mais quelque part aussi, tu achètes la carte journalistique et surtout, tu te débrouilles pour faire virer tous les gars qui pensent continuer. Donc, on dit toujours le journalisme, c'est le quatrième pouvoir, tu sais, les trois pouvoirs, puis il y a le journalisme, mais on voit très bien que le journalisme, dans nos sociétés modernes, a été capturé par le pouvoir politique avec l'aide du pouvoir judiciaire. Donc, c'est ça le capitalisme de connivence, c'est la connivence entre le pouvoir politique et le pouvoir économique pour contrôler l'information. Et ce qui suppose la corruption du pouvoir politique et le monopole du pouvoir. Donc le consommateur, en quelque sorte, il perd deux fois. Il perd parce qu'il paye trop pour le monopole et il perd parce qu'il n'a plus accès à l'information non plus. Et la façon, pour revenir à la deuxième partie de la question, d'empêcher ça, il n'y en a pas 36. Il faut qu'il y ait des actions de la part du public très fortes pour l'empêcher. Et c'est plus vite dit que fait, parce qu'à partir du moment où la presse, les journaux, etc., appartiennent à une toute petite minorité, le public, il n'est pas très bien informé de ce qu'il devrait faire. Et c'est là où tu trouves quand même très intéressant ce qui se passe dans les réseaux. Parce que dans les réseaux, tu vois apparaître toute une série de choses que tu n'aurais pas su s'il n'y avait pas eu les réseaux, qui auraient été tus avec le plus grand... Et il y a quelque chose d'extraordinairement important, j'en ai souvent parlé ici, qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se passer avec Tucker Carlson. Bon, j'allais en parler, mais... C'est énorme, c'est cet immense journaliste américain, qui est dans le fond le gendre préféré de l'Amérique, tu vois, c'est celui que tu aurais aimé avoir comme gendre dans la famille, tu vois, le mec, tout le monde l'aime. Et il était chez Fox, et et puis Fox l'a viré parce qu'il agaçait beaucoup, parce qu'il disait des choses pas normales. Et il est parti chez Musk, on en a souvent parlé aussi, et il a monté son propre système d'écoute sur Musk. Et quand il a interviewé, je crois que c'était Trump, dans le cadre de ça, il a fait 120 millions de vues, ce qui était complètement extraordinaire. Et là, il serait à Moscou pour interviewer Poutine. Il est à Moscou, on a vu des photos. Oui, il est à Moscou, mais ce serait pour interviewer Poutine. On va voir s'il y arrive. Et s'il y a une interview de Poutine. Mais ça met le capitalisme de connivence dans un état de rage. Ils en sont au point à demander à ce qu'on ne le laisse plus rentrer aux États-Unis. Tu vois, Alors c'est drôle parce que sur les réseaux sociaux, parce que j'ai dit, c'est rigolo qu'ils contournent ainsi tous les médias. Les gens me répondaient en disant « Mais oui, pourquoi vous vous intéressez à ce que peut dire votre dictateur préféré ?» Je lui dis « Mais c'est bizarre, pourquoi on ne s'intéresserait pas à ce que peut avoir à dire Poutine dans un sens ou dans l'autre ? On n'est pas obligé de trouver ça bien du tout. Et évidemment, rien qu'en prononçant le nom Poutine, les gens vont dire « Ça y est... » Mais j'ai le droit de savoir ce que pense Poutine. Quand bien même serait-il un ennemi, j'ai intérêt à comprendre la façon dont il réfléchit, bien évidemment, de façon à pouvoir le contrer. Donc cette espèce de truc, il n'y a jamais de progrès intellectuel qui passe par la censure. C'est quand même un des premiers trucs qu'il faut savoir. Ça, et c'est drôle comme la gauche est devenue... Ah mais la gauche est devenue le patrimème de la censure. De la censure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler à l'adversaire. Tu dis, mais alors comment combattre si vous ne voulez pas discuter ? Ben voilà, mais il faut parler à l'adversaire et surtout il faut comprendre, et peut-être cet adversaire a-t-il des griefs qui sont... légitimes, après. Légitimes. Par exemple, cette guerre imbécile qui a fait 600 000 morts, ou 700 000, ou 800 000, je ne sais pas trop combien, mais c'est beaucoup de morts de trop. Apparemment, il aurait suffi que l'Ukraine dise, et ce soit reconnu internationalement, qu'elle serait neutre et que l'OTAN ne serait pas chez elle. C'était pas une demande complètement folle, quoi. C'était la Finlande a fait ça pendant 50 ans, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand tu es un grand... Et c'est d'autant plus que tout l'Ouest, et en particulier les États-Unis, avaient garanti que l'OTAN n'irait pas vers l'Est. Et ils ont tous allé vers l'Est. Donc, les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Donc,
je ne sais pas si c'est mon dictateur favori, mais je sais en tout cas que notre diplomatie, en particulier la diplomatie française, a été d'une nullité totale pendant toute cette guerre, puisqu'on n'a pas fait respecter les accords de Minsk qu'on avait comme devoir de faire respecter. Donc, si vous voulez, ça m'intéresse de voir un petit peu maintenant ce que Poutine va me dire sur quel a été son point de vue pendant toute cette crise. Ça me semble essentiel de comprendre. Quel coup tordu lui a-t-on fait ? Je ne dis pas que je les croirais, mais au moins, ils seront exposés. Donc on a l'impression que ces gars-là, qui sont contre, savent que Poutine va dire des choses importantes, savent que ça va les mettre dans une position difficile, et disent « mais vous n'avez pas le droit de le dire parce que ça va nous mettre dans une position difficile ». Non, mais oui, de toute façon, il va arriver un moment où il va falloir négocier. Dans toute guerre, si tu veux que les guerres s'arrêtent, il y a un traité. Ce qui va se passer. Et donc il faut connaître les demandes de l'ennemi à l'avance pour pouvoir dire voilà ce que vous voulez. Enfin, c'est une négociation. Donc par définition, mais là on sait très bien que cette négociation, elle était assez simple à faire. Il y a 3 ans, mais maintenant, il est très probable que, comme Poutine n'a aucune confiance dans la parole dans l'Occident, il va sans doute prendre, comment ça s'appelle, Odessa, la ville qui est au sud, qui est une ville russe, et couper l'Ukraine de l'accès à la mer. Et comme ça, il y aura une espèce d'Ukraine croupion. Et l'Ukraine ne sera plus viable en tant que pays, ou quasiment, ça deviendra une espèce de Biélorussie, quoi. Oui, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que, ensuite, il y ait une espèce de resentment qui soit... il y aura un resentment qui sera là, mais en même temps... Et ça peut donner des terroristes en grappe, il y aura peut-être du terrorisme, mais... faut pas oublier que l'Ukraine, il y a à peu près un tiers de Russes, un tiers de Polonais à gauche, et puis au milieu, il y avait les Ukrainiens. Les tiers de Russes sont quand même bien barrés. Hein. Mais les Russes, ils sont maintenant dans la Russie, ils sont devenus partie de la Russie. Bon, les Polonais, qui sont du côté de la Galicie par là-bas, je crois, mais j'en suis pas sûr, parce que c'est des coins compliqués. Peut-être l'Ukraine, la Russie va dire, si vous voulez reprendre cette partie de la Pologne à la Pologne... Why not ? Why not ? Et donc, on resterait qu'avec un tout petit État ukrainien qui serait là, qui serait pas très difficile à contrôler. Ce que je veux dire par là, c'est que la façon dont... faut pas oublier que ce que disait Brzezinski, qui était donc le Kissinger pour les démocrates, qui était polonais, il disait que le but de toute la diplomatie américaine, ça doit être de maintenir l'Allemagne en servage et la Russie en dislocation. Donc, on voit bien que toute la politique suivie depuis 20 ans par les démocrates et les républicains, c'était de maintenir l'Allemagne qui a une position écrabouillée, on lui a coupé son gaz, et ces pauvres Allemands ne disaient rien. Et le but, c'était quand même de disloquer la Russie, de la faire exploser. Il y avait un plan qui était dans le ministère des Affaires étrangères américain, des États qu'on créerait partout en Russie, quoi. Donc, on comprend que les Russes ne sont pas tout à fait d'accord, quoi. Oui. Me semble-t-il, quoi. C'est comme un petit peu le plan avec Roosevelt en 1945, quand on avait des hauts commissaires américains qui devaient gouverner la France, quoi. Ça s'est pas passé bien, quoi. Non, ça passe pas bien. Alors, revenons un petit peu à notre pays, la France, et à l'économie. Un autre internaute te dit bonjour. Quel est le seuil de dette détenu par l'étranger à partir duquel un pays peut être considéré comme en danger de faillite ? Et quels autres critères faut-il analyser selon lui pour avoir une idée de danger de la dette publique d'un pays ? Alors, c'est une question très importante. Les gens se cassent la nénette depuis des siècles pour savoir à partir de quel moment il ne faut plus acheter la dette, parce que c'est une question importante, mais ne serait-ce que financièrement. Moi, j'ai un petit critère qui a le mérite de la simplicité. C'est le suivant, mais il va falloir que les gens s'accrochent parce que c'est pas d'une simplicité biblique. Hein. Bon, mettons que la France est une population qui croisse dans l'âge de travailler de 0,5% par an. Bon, mettons que la productivité du travail français, pour des raisons historiques, soit à peu près à 1% par an. Ça veut dire que le PIB français croît de 1,5% par an. Structurellement, tu vois, ça monte de 1,5% par an. Si tu as une dette à 100% du PIB,
tu vois, et que les taux d'intérêt sont à 3, et que la moitié est détenue par l'étranger, oui. Ça veut dire qu'il y a toute la croissance part à l'étranger. Et au bout d'un certain temps, ça gueule. C'était mon histoire, tu sais, quand les Anglais dépensaient toute leur solde en Guyane et que plus rien ne revenait en Angleterre. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je dis donc, aujourd'hui, on est à peu près à 120, on a un taux de croissance d'à peu près 1,5, à peu près 50%, donc on est à un moment où le paiement de la dette étrangère déclenche automatiquement une baisse du niveau de vie. Une fuite de capitaux. Non, pas une fuite de capitaux, c'est le paiement de la dette. Oui, oui. Mais ça veut dire que le niveau de vie en France aujourd'hui, dans les décennies qui viennent, ne peut que baisser. Donc à un moment ou à un autre, les types, ils commencent à dire vous nous cassez les pieds avec cette dette. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que 100% de dette, c'est le moment où les choses commencent à vaciller. Sauf si tu es le cas du Japon, où toute la dette est détenue en interne. Mais si tu as... L'Italie détient aussi bien une grosse partie de sa dette. Et nous, alors Bercy nous explique qu'ils ne savent pas vraiment. Mais je t'en fous. Mais je t'en fous. Et une grande partie est détenue par des Chinois. Et puis après, il y a des Chinois, il y a des Qataris, il y a des fonds de pension étrangers, etc. Mais vous voyez, quand ils disent qu'ils ne savent pas, c'est pas vrai. Parce que aujourd'hui, dans le monde, tous les titres sont détenus dans des trucs informatiques, qui sont d'immenses machins informatiques. Tout est dématérialisé. Tout est dématérialisé. Il y a 2 machins informatiques, un je crois qui est au Luxembourg et l'autre qui est en Californie. Donc tout ce qui est européen est au Luxembourg. Donc il suffit de taper sur le Google du détenteur final de la dette française et vous verrez apparaître instantanément qui détient les titres de la dette française. Et donc, quand le gouvernement français me dit qu'ils ne savent pas exactement... Oui. Ils ne veulent pas nous dire, c'est tout. Ils le savent parfaitement. Bien sûr. Et s'ils ne le savaient pas, je craindrais beaucoup. Alors Bruno ne doit pas le savoir, ça c'est certain. Non, Bruno, il ne doit pas le comprendre, mais ça c'est lui, ça a toujours été... Mais je parle... Les vrais gens qui travaillent à Bercy. Les vrais gens qui travaillent à Bercy, le vrai pouvoir à Bercy, ils le savent au centime près. Ou alors sont des gros incompétents. Oui, donc dans les 2 cas, c'est pas... C'est pour ça que, par exemple, quand l'Italie était rentrée dans l'euro, alors qu'elle n'avait pas le droit, puisqu'elle avait une dette qui était de 100% de son PIB, il ne fallait pas avoir plus de 50% d'après les traités, etc. Monsieur Draghi, qui était le chef du Trésor italien, a fait une espèce de manœuvre pour dissimuler ça. Ils avaient un know-how depuis la Grèce aussi. Ils avaient un know-how, mais ça n'est... Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait semblant d'y croire. Mais ça n'est pas possible. Il suffisait d'aller là-bas et dire quelle est la taille de la dette italienne. T'appuyais sur le bouton, boum, t'avais tous les titres. Donc, on nous prend vraiment pour des glandules. On a fait semblant d'y croire. Oui. Non, mais on nous fait croire que donc il y a des gros tas de dettes italiennes, des papiers comme ça, et qu'on en avait mis quelques-uns dans un cabinet où personne n'est allé voir. Mais ils nous prennent vraiment pour des crétins. Quand les enfants jouent à cache-cache et qu'il y a les pieds qui sortent du rideau. Je suis là. Oui, on avait vu, oui. Je vois aussi des trucs de chiens toute la journée. Qui jouent à cache-cache, et ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent la tête dans un coussin, par exemple. Oui. Et donc, voilà, ils se disent, on ne voit plus, quoi. Mais, avec la... mais c'est exactement ça. On nous a fait le coup de, non, on a caché... Non, mais ils se foutent du monde, quoi. Ils me prennent pour un imbécile. Mais comme c'est un jeu de somme nulle, puisqu'ils sont entre eux et qui décident, personne ne dit que le roi est nul. C'est là où on retrouve la dette, la presse. Parce que normalement, dans un monde normal, le journaliste financier aurait dit « Mais vous me prenez quand même pour une pomme, quoi. Faut pas rigoler. » Cette histoire que la dette de l'Italien n'a que 70% de dette ou 60%, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je vais aller vérifier moi-même et je vais aller vérifier. Mais on n'a rien dit. C'est là où le capitalisme de connivence sert. Oui, voilà. C'est... Alors, une question un peu plus concrète, mais qui est intéressante. Quelle est, à ton avis, la politique économique que l'État devrait faire afin de réduire l'écart entre le salaire super brut et le salaire net ?
Tu sais, tu te plains souvent, et on parlait du SMIC en disant, il est quand même pas normal que toi, en tant que patron, quand tu payes 4 000, ton salarié ne touche que 1 600. Et ce prélèvement à la source, s'il est nécessaire, impute aussi le potentiel que toi, tu as en tant que patron d'augmenter ton salarié. Ben, j'ai vu quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que tu as un type au SMIC, tu dis, il travaille quand même très bien, ou je vais l'augmenter de 100, je veux qu'il touche 100 € de plus. Oui, parce que tu veux, parce qu'il y a l'inflation et que tu veux, voilà. Eh ben, il faut que tu payes à peu près, que le patron paye 500 pour que le type ait 100 dans sa poche. Donc, on est arrivé à une espèce de truc idiot. Donc, tu te rends compte, si tu veux l'augmenter donc de 400 €, ça veut dire que ça va te coûter 2 000 quasiment. Comment tu veux augmenter tes employés comme ça? Et tu es obligé de maintenir tout le monde et de filer ensuite, je sais pas, de l'argent en cash, j'en sais rien. Donc mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça veut dire que tu t'autorises en tant qu'État à taxer le coût du travail, à augmenter le coût du travail en le taxant. Mais si tu augmentes le coût du travail en taxant, tu diminues la demande de travail, c'est-à-dire que tu crées du chômage. Bien sûr. Et tu augmentes le chômage, quoi. À partir du moment où tu mets cette charge sur l'employeur, il va réfléchir à 8, 10, 14 fois avant de réemployer, puisque tout salaire est un poids absolument hallucinant comme poste. Et surtout, le vrai problème, c'est que si tu payes un type 2000... tu adjoins le droit du travail, c'est-à-dire c'est impossible. Mais si tu payes un type 2000 et qu'il te coûte 4000, il faut que le type produise plus de 4000. Et donc, tous les types qui sont payés 2000, s'ils peuvent produire 4000, ils se disent, mais pourquoi je touche pas 4000 ? Et donc, on a une histoire de fou. Et c'est là où on te rend compte qu'un système fiscal a été bâti qui a pour but d'arriver au fait que tout le monde ait le même salaire. Mais ça empêche donc la différenciation entre le bon et le mauvais. Et en empêchant la différenciation entre le bon et le mauvais, tu décourages les bons. Et tu encourages les mauvais, si j'ose dire. Et donc, après ça, les gens disent, les Français n'aiment plus travailler, ne font plus le travail, je ne réussis pas à les faire bosser. Mais à quoi ça sert de les faire bosser, puisque quoi que tu fasses, tu as le même salaire. Ça ne sert à rien. Et si taxer le travail et taxer le capital, c'est d'une imbécilité, fiscalement. Ce qu'il faut, c'est taxer la consommation. Tu vois, quand les gens dépensent. Oui, bien sûr. Tu les taxes quand ils dépensent. Ben oui, ça paraît pas bête. Donc, pour toi, la TVA n'est pas un mauvais impôt? Pour moi, la TVA, c'est pas un mauvais impôt. En fait, ce que je dis aux gens, c'est qu'on devrait, une fois qu'ils ont touché leur salaire, imposer les gens, mettons de 20%, tout le monde, allez, vous payez 20% de ce que vous touchez, basta, et on parle d'autre chose. Et deuxième point, quand vous le dépensez, on vous paye... Donc une flat tax? Une flat tax, et puis 20% sur la TVA, et avec 40%, si l'État se dépatouille pas, il a qu'à s'en prendre qu'à lui-même et couper ses dépenses. Parce que normalement, 40%, il devrait s'en sortir. Quoi. Mais on est d'accord qu'il dépense beaucoup plus que 40% actuellement. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver à près de 50. Oui, je crois qu'on est à 56 ou 54, quelque chose comme ça. Donc on est à près de 50 dans les dépenses de l'État. Puis en plus, il y a donc, c'est hors paiement des taux d'intérêt. Donc oui, mais on a bâti un système qui est... volontairement complètement incompréhensible, de façon à pouvoir continuer à... Encore une fois, un système fiscal doit avoir deux caractéristiques. Il doit être très large, frapper tout le monde de la même façon, et compréhensible. Or, aujourd'hui, on a un système qui est extraordinairement compliqué, une chatte n'y retrouverait pas ses petits, et 30 ou 40% des Français ne payent pas d'impôts. C'est pas normal. Oui, non. C'est pas normal. Et au nom de la justice fiscale, mais encore une fois... Et les 30-40% qui ne payent pas d'impôts sont d'accord pour voter pour qu'on augmente... les impôts sur les autres. Sur les autres. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je crois, en tout cas dans l'impôt sur le revenu, probablement 3 ou 4% des Français doivent payer 50% des impôts sur le revenu. Et donc cette histoire d'impôt proportionnel, c'est un truc qui est profondément injuste. Donc la seule façon, c'est de fermer Bercy. Tu fermes Bercy et tu dis maintenant les Français tu remplaces Bercy par je sais pas une agence et qui dit vous enverrez 20% de votre argent tous les ans de ce que vous gagnez à cette agence de collecte des impôts et vous le ferez volontairement. Alors bonjour Charles, merci pour vos vidéos aussi sympathiques. L'impôt devrait être volontaire. Oui, oui. Alors, dans quelle mesure est-il
possible, probable pour toi, que l'euro soit confronté à une zone d'hyperinflation? C'est difficile, c'est possible, l'hyperinflation. C'est une des sorties possibles, un peu comme à la turque, on en a souvent parlé. Mais l'embêtant, c'est qu'il y a des pays qui ont résisté. Par exemple, l'Allemagne, ils ont que 60 ou 65% de dette, ils ne sont pas en état de cessation de paiement. La Hollande encore moins, l'Autriche, il y a toute une série de pays qui sont dans l'euro. Donc, je vois pas comment tu peux imposer une hyperinflation à des pays qui n'ont pas de raison d'être inflationnistes, tu vois. Donc, il y a peut-être des États qui vont se trouver avec véritablement un effondrement économique. Ça pourrait être comme la France où d'un seul coup, on s'en sort plus, on peut plus payer. Mais à ce moment-là, ça veut dire que l'euro tient pas. C'est-à-dire que tu peux pas, à ce moment-là, une hyperinflation, c'est possible dans certains pays de la zone euro, mais c'est pas possible. La zone euro est en elle-même profondément déflationniste pour ceux qui sont mal gérés. Ouais. Donc ça veut dire que à un moment, en France par exemple, ou en Italie, j'en sais rien, les gens en auront tellement marre de vivre comme des rats de plus en plus, qu'ils diront, bon ben, on jette le bonnet par-dessus le moulin, et hop, on sort de l'euro, et à ce moment-là, il y aura un risque d'hyperinflation. Mais ce sera pas, j'y crois pas, je crois pas à l'hyperinflation. Est-ce que tu ne penses pas que sur l'alimentaire, on peut avoir encore une tendance inflationniste? On peut avoir, mais ça, les prix vont continuer à monter, c'est certain, ça. Et on le voit très bien, mais et ça va avoir des effets très importants. Par exemple, ça paraît idiot, mais on a besoin de certains produits chimiques pour faire des engrais, pour l'agriculture. Et je crois que la quasi-totalité de ces produits sont faits en Russie. C'est-à-dire la quasi-totalité de nos engrais, donc ça veut dire que évidemment, personne ne s'est posé la question avant de tout fermer, mais donc ça veut dire que si les Russes décident d'augmenter les engrais, parce que... On est fait comme des rats. Non, mais les produits agricoles augmenteront. Bah oui, mais c'est ce que j'appelle être fait comme des rats. Dis-moi, on ne peut pas les acheter, je sais pas, en Nouvelle-Zélande, ou personne d'autre en fait? Personne d'autre en fait. Ils ont une espèce de quasi-monopole, comme la quasi-totalité de l'uranium aussi est produit en Russie. Donc il y a toute une série d'endroits où les Russes ont un quasi-monopole. Alors ça, on continue dans ces domaines-là, on les a pas embêtés, on continue à leur acheter les produits. Alors les produits agricoles, oui, ça peut tout à fait augmenter, mais en général, les hausses de produits agricoles, ça se passe quand il y a une très mauvaise récolte, à la fois, mettons, en Russie et aux États-Unis. Oui. Si les deux grandes zones de production de blé, là, c'est impactant. Là, c'est impactant. Ça, c'est ce qui est passé dans les années 73-74, où il y avait eu de très mauvaises récoltes, puis la bouffe a été montée comme une fusée, en même temps que le pétrole, d'ailleurs, c'était... Et j'avais une histoire que je raconte toujours, c'est que il y avait des spéculateurs sur les matières premières, des horribles gars, qui pensent qu'au mal de l'humanité, bref. Ils avaient déguisé toute une série de Chinois de Chicago, c'est que les bourses sont à Chicago, les bourses de matières premières alimentaires, en chinois de Mao, et ils les avaient fait se promener dans les couloirs de la bourse des matières premières agricoles, en faisant courir le bruit que la Chine achetait, ils allaient acheter des matières premières agricoles, donc tout le monde s'était précipité, et le cours était monté comme une fusée. Ce qui prouve que parfois, il y a des grosses gamineries qui se passent, mais ça avait très bien marché. Ça avait déclenché une hausse des produits agricoles considérable, mais qui était justifiée. Oui. Mais le coup, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire le même coup? Je sais pas. Il n'y a plus vraiment d'endroit où tu peux envoyer des Chinois maintenant. Non, mais surtout, c'est ça, maintenant tout se fait par ordinateur. Tout se fait par ordinateur. Avant, tu avais encore des trade floors, des trucs où tu pouvais laisser traîner. Mais t'as pas vu le pauvre gars de TikTok, là, qui se fait engueuler tout le temps aux États-Unis? Lequel? Il y a le patron de TikTok aux États-Unis, qui est un Chinois. Le Singapourien. Le Singapourien. Ah, mais c'était formidable. Alors, le sénateur. Alors, combien de fois êtes-vous allé en Chine? Je suis un représentant de Singapour et j'ai fait mon service militaire à Singapour. Donc, c'est ça. Votre mère est chinoise. Non, je suis singapourien. Et vous parlez quelle langue? Le chinois, non? Non, je parle toujours l'anglais, le français et je comprends le mandarin. C'est ça, vous êtes chinois. Le pauvre gars, il n'arrêtait pas de dire...
Je suis pas chinois. Oui, I'm from Singapore. Vous avez les yeux bridés, donc vous êtes chinois. C'est ça. Mais non, you eat rice, don't you? So you're Chinese. You're basically Chinese. C'est un mauvais rire, donc c'était exactement ça. C'était les sénateurs américains qui faisaient preuve d'une extraordinaire compétence. Mais t'aurais dit à un type... Mais tu sais, ça c'était, comment il s'appelait, Sacha Baron Cohen. Wow. Oui. North Korean, South Korean, you're all basically Chinese anyway. Exactement, Sacha Baron Cohen, c'est tout à fait ça avec ces trucs. Mais donc, on se rend compte qu'on n'est pas loin de la vérité. Donc, de temps en temps, on arrive à des niveaux d'imbécilité dans le domaine public. Là, ce pauvre sénateur américain, il s'est vraiment couvert de ridicule. Parce que maintenant, partout sur le net, tu vois un Coréen qui dit « Mais non, je suis Coréen. Mais votre maman, oh, vous avez l'air chinois. » Non, vous avez l'air chinois. Vous mangez du riz. De toute façon, ça, c'est... Voilà. On le sait, hein, quand ça mange du riz, c'était absolument grotesque. C'était... grotesque. Non, mais puis alors, le type lui dit « Mais attendez, j'ai servi mon pays. J'ai fait 2 ans de service militaire à Singapour. » Et puis, qui est un allié des États-Unis. Oui, qui n'a rien à voir avec... Enfin, Singapour, c'est... Enfin, je veux dire, c'est... Mais ça fait rien, vous avez les yeux bridés, donc vous êtes un méchant. C'était à peu près de ce niveau-là. Mais pour dire que de temps en temps, on a des... Je crois qu'il n'y a que 7% des Américains... So you're the Italian living in Singapore. Il y a que 7% des Américains qui ont un passeport. Donc vous leur demandez où est la France, ils disent... Là-bas. Tu sais, c'est ce qu'on dit toujours aux Américains. On dit, mais nous aussi, on peut être raciste, mais nous, quand on dit aux gens de retourner dans leur pays, on sait où c'est leur pays. C'est la grande différence entre eux et nous. Voilà. Dans l'ensemble, on a une vague idée. Et donc, tout ça pour dire, oui, en effet, qu'il peut y avoir une crise alimentaire, mais je crois que cette fois-ci, ça va plutôt être... Il y a un certain nombre de pays qui vont plus avoir accès au crédit. C'est-à-dire, je crois que ce sera ça. Alors, est-ce que tu penses que des pays... Comme par ce qui est arrivé à l'Argentine. Oui, c'est ça. Alors, donc, des pays d'Afrique, peut-être, qui ont moins de lignes de crédit, seront servis en dernier. L'Égypte est dans une voilà, ça, tu en avais parlé. Je regardais des vieilles émissions, et il y a un an, et tu disais que des pays comme l'Égypte, justement, à l'époque... risquaient de douiller. Et l'Égypte, et puis, honnêtement... L'homme malade de l'Europe aujourd'hui, c'est plus l'Italie, puisque l'Italie a des comptes courants excédentaires et un excédent primaire de son budget, c'est-à-dire que, hors intérêt, l'homme malade de l'Europe, c'est la France. Si la France est en récession, je crois que la France est en train d'entrer en récession aujourd'hui, comme l'Allemagne. C'est ce que tu avais calculé. Tu avais fait un graphique, c'était en novembre, avec justement le passage en récession suivant les indicateurs de l'OCDE. Vous pourriez le trouver sur le site. Et à ce moment-là, le déficit budgétaire va littéralement exploser. Et je ne sais pas trop comment on va le financer. Et est-ce que tu crois que des pays, donc tu dis l'Égypte, mais des pays comme le Sri Lanka, des pays comme ça, pourraient se retrouver impactés avec donc ce risque inflammatoire de zone? Alors l'Égypte, on sait très bien que derrière l'Égypte, quand ils sont dans une situation difficile, il y a toujours l'Arabie Saoudite et le Qatar qui n'ont pas envie que l'Égypte, qui est le cœur des pays arabes, saute, quoi. Donc à ce moment-là, ils paieront, quoi. On le sait qu'ils le font. Et puis l'Égypte en a besoin pour le canal de Suez aussi. Oui, donc on n'a pas besoin que c'est quand même hyper important pour toutes les zones maritimes. Ils vont faire quelque chose d'intéressant en Égypte. Ils vont faire une espèce de mer intérieure. Ils font un canal qui va amener de la mer de la Méditerranée dans une espèce d'énorme truc en dessous du niveau de la mer qu'ils ont au milieu de l'Égypte, qui est un désert. Et ils vont faire une énorme mer là. Donc ça va peut-être changer les choses. Ça. Mais pourquoi faire pour stationner des bateaux? Non, c'est simplement pour avoir de l'eau comme ça. Ça fera une énorme... Bon, c'est de l'eau de mer, etc. Mais ça fera toute une énorme zone où ça pourra peut-être changer le climat, amener de l'eau qui tombe. Ah, bien. Tu vois, c'est un des très grands projets mondiaux à l'heure actuelle. Bon, écoute, si ça peut changer des zones... en tout cas, ça va faire une zone touristique pas croyable. S'ils le développent joliment et qu'ils font pas comme sur l'étang de Berre. Voilà, parce qu'à chaque fois que je passe sur l'étang de Berre, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire un truc joli à cet endroit. On aurait pu faire une sorte de lac de Côme et ils nous ont fait un truc vilain. On a fait des aciéries. Non mais c'était tellement joli, là, il y avait tout. Il y avait tout, on aurait pu faire un lieu divin. Tout une espèce de seconde Méditerranée, là, petite Méditerranée. Ça aurait pu être ravissant, faire des petites maisons. Alors évidemment, maintenant, ça ne veut plus rien dire parce qu'il y a l'autoroute et puis il y a l'aéroport de Marignane. Mais si on l'avait mis de l'autre côté, on aurait pu faire un truc vraiment joli en développement touristique. Bon, alors, serait-il réaliste et rentable que la France quitte l'Europe et reprenne sa monnaie? Serait-il possible que l'État rachète sa dette souscrite auprès des banques privées pour ensuite se la rembourser à elle-même sans devoir se payer des intérêts? Rebelote. La raison est oui, il faut sortir. Donc oui, tu es pour un Frexit? Mais complètement.
Mais il faut sortir, mais savoir sortir de l'euro aujourd'hui, ipso facto, ça veut dire sortir de l'Europe. Puisque dans les traités, il est mis que si quelqu'un a été dans l'euro et en sort, il sort de toute la construction européenne. La fameuse clouer la main de l'Allemagne. Voilà. Et donc, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est personne n'est plus européen que moi. Mais il y a eu un coup d'État qui a été fait contre la démocratie par une série de gens du style, qui ont commencé avec Jean Monnet, qui ont continué avec Delors, avec Trichet, pour enlever le pouvoir souverain au peuple européen et le prendre eux. Et donc, personne ne peut être pour cette Europe de la tyrannie. Personne ne peut être pour cette Europe de la tyrannie. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose de peu important. Il s'agit de dire à ces gens-là qui ont fait un coup d'État contre nous, comme les communistes avaient capturé la souveraineté en Russie en 1917 et ils ont tué 100 millions de personnes, je ne sais plus combien. Donc, l'idée, c'est de dire, il faut sortir de cette Europe, mais il faut en aucun cas retourner vers l'espèce de nationalisme imbécile avec des politiques industrielles, des droits de douane, etc. Oui, il faut retourner à l'Europe des années 60. Il faut retrouver une politique intérieure sans passer dans un nationalisme idiot et un protectionnisme qui à notre époque, est complètement absurde. D'abord, un protectionnisme qui est idiot, et puis je sais très bien que si on laisse faire des braves gens comme, il ne faut pas oublier que, bon, pour ne citer qu'un, je vais dire du mal de M. Asselineau, dont on me parle beaucoup, mais en dehors de sortir, ce qu'il veut faire M. Asselineau, c'est recréer l'ORTF apparemment, et recréer, je ne sais pas quoi, la Poste. C'est un étatiste. C'est un étatiste total du début à la fin. Sortir de l'horreur pour arriver dans une prison, je ne vois pas l'avancée structurelle. Exactement, c'est exactement ça. Donc il faut sortir de l'horreur pour se retrouver dans la liberté et discuter librement avec les autres et recréer un système subsidiaire, c'est-à-dire qu'on se met d'accord pour qu'un certain nombre de problèmes soient appelés au niveau supérieur parce qu'ils ne peuvent pas être traités au niveau inférieur. Mais il n'y a aucune raison, par exemple, que l'Europe soit en charge de l'immigration. C'est un sujet qui ne peut être traité qu'au niveau national. Il n'y a aucune raison que ce soit traité par là. Il n'y a aucune raison que l'Europe s'intéresse à la politique énergétique de la France. Mais en revanche, au stade où on en est rendu, la seule façon de récupérer notre souveraineté, c'est de casser tout ce qui s'est passé. Il faut simplement dire que c'est nul. L'histoire de on va changer de l'intérieur... Mais c'est du pipeau, ça marche jamais. Ça marche pas. C'est comme c'était comme Gorbatchev qui voulait réformer le communisme. Vous ne pouvez pas, c'est vicieux. Vous ne pouvez pas réformer un truc qui ne peut pas marcher. Donc, les gens qui me disent on va réformer l'Europe, je leur dis ça n'est pas possible. Il faut casser. Il y a trois roues, ça ne peut pas marcher, votre voiture. Ça ne peut pas marcher. Il y a le quatrième, les deux roues sont crevées. Mais ce qu'il faut, c'est simplement revenir à avant Delors et avant toutes ces tentatives et avant Giscard. Par exemple, la création d'un Parlement européen, c'est une erreur. Mais gigantesque, parce que c'est créer une fausse souveraineté. Mais bien sûr. Donc il faut fermer le Parlement européen. Reprendre la hiérarchie des normes, revenir sur justement le fait que le droit national est supérieur au droit européen, arrêter avec toutes ces histoires de CEDH et compagnie. Il faut fermer la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne de justice. Il n'y a pas de peuple européen, donc la justice ne peut pas être rendue au nom de l'Europe. Puisqu'elle doit être rendue au nom d'un peuple. Et alors là, je ne sais pas si tu as vu dans la série de l'Infâme, le président Macron décidant cette semaine que, bien entendu, on pourrait mettre notre force nucléaire à l'usage de qui veut dans la zone européenne. Mais il est fou. Non, ça fait un petit moment que je dis que sa prochaine étape, c'est de vendre l'armée. Et voilà, c'était mon point. On y arrive. C'est par petites touches pointillistes, on arrive dans l'idée... Il est en train de nous expliquer qu'on ne peut pas perdre la guerre en Ukraine. Ben, si c'était une mauvaise guerre et qu'elle a eu lieu pour les mauvaises raisons, je ne vois pas du tout pourquoi on devrait s'entêter. Et deuxièmement, il est en train de nous dire que comme on ne peut pas perdre, il va falloir que l'armée française s'engage à fond là-dedans.
Mais je suis pas du tout d'accord. Et alors, imaginons subtilement l'idée de mettre notre force nucléaire, quel effet ça va avoir sur M. Poutine. Parce que si on veut commencer à accélérer les choses... C'est complètement idiot. M. Poutine, il a des armes où il peut vitrifier la France en 2 minutes. Donc, je vois pas du tout pourquoi escalader le conflit vers le haut va nous permettre de nous en sortir intelligemment. Mais je crois que ce qui se passe, c'est qu'ils savent qu'ils ont perdu. Et donc, ils sont en train de dire... Oui, mais t'as vu qu'on a encore voté 50 milliards. Bien sûr, mais ils savent qu'ils ont perdu. Ça, tout le monde le sait maintenant. Dans tous les milieux militaires, on le sait. La guerre est gagnée par la Russie. Donc, l'idée, c'est maintenant de dire, bon, maintenant, on va négocier, mais vous allez négocier des conditions qui sont favorables pour nous, sinon on escalade. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, la négociation. Ouais. Mais Poutine, il va leur faire escalader mes cocos. Bah, si tu veux, s'il y a un truc qu'on devrait avoir compris avec Poutine, c'est que le rapport de force frontale, c'est pas le truc qui marche avec lui. Surtout quand il est en position de force. Alors ça, encore plus, ouais. Ouais. Non, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années, au début des années 2000, etc., il avait demandé à rentrer dans l'OTAN, il n'était pas en position de force. Et mais maintenant qu'il est en position de force, que son pays marche bien, d'ailleurs, je sais pas, vous avez vu les statistiques économiques de la Russie, ça va très bien, merci. Bon, ils vont avoir une hausse de 2,5 ou 3% de leur PIB, enfin tout va bien. La Russie marche bien. Et donc, et ça ne veut pas dire qu'on est favorable à Poutine, encore une fois, il faut faire la différence entre un constat, par exemple, que fait Emmanuel Todd, il dit il faut arrêter de présenter la Russie comme quelqu'un qui ne va pas bien et qui est malade. Non, la seule chose où il était un peu négatif, non, parce que dans le livre d'Emmanuel Todd, effectivement, qu'on a recensé ici, et je vous renvoie la vidéo, tous les chiffres sur la Russie sont donnés et on comprend tout à fait le développement économique. La seule chose négative, effectivement, c'est le taux de natalité. Parce que, effectivement, pour Emmanuel Todd, c'est quelque chose de très important, la natalité. Et ils ne sont plus du tout à l'époque de Stalingrad, où on avait... ils ne peuvent pas faire tuer des gens, ça. Ils peuvent pas. D'ailleurs, ils ne le font pas. Non, mais c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. En Ukraine, où le taux de natalité est monstrueux, ils ont fait tuer leurs jeunes comme des lapins. Quand même. Comme des lapins. Mais ce qui entache leur développement futur d'autant. Parce que l'Europe s'est tuée comme ça. Non, mais l'Ukraine... de 14-18. Oui, mais l'Europe ne peut plus exister. L'Ukraine. Parce qu'ils avaient 38 millions de personnes, 40 millions de personnes. Et maintenant, ils sont tombés à 20 ou je ne sais plus combien. Et puis, toute la classe d'âge de 18 à 25 ans a été tuée, quoi. Donc je crois qu'on peut dire... Et puis il y a la moitié qui sont partis en Pologne, l'autre moitié qui est partie en Russie, puis la troisième moitié qui est partie en Europe. Donc ils ont plus personne chez eux, quoi. C'est un pays qui est exsangue, qui a été vidé par la guerre. Donc je sais pas si... Voilà, c'est tout, c'est bien triste. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on est en train de dire, comme on a perdu, on va négocier durement. Oui, c'est pas une bonne idée. C'est un concept intéressant, effectivement. Alors, j'écoute le podcast avec Joachim Murat, dont je vous remercie, qui parle de la vente d'Alstom. Dans un système libéral, peut-on protéger les fleurons de l'industrie du rachat? Mais c'est un peu paradoxal, mais j'aimerais avoir l'opinion de Charles là-dessus. En gros, mais ça c'est une question que les gens posent souvent, ils disent voilà, est-ce que tu penses qu'un libéralisme peut se permettre d'avoir des marchés protégés? Est-ce que tu vas par exemple décréter que EDF pourrait être un monopole d'État si tu penses que tes citoyens ont besoin d'avoir accès... Si ça marche. Voilà, c'est ce genre de question. C'est-à-dire, est-ce que toi, personnellement, tu pourrais te contenter de te dire, voilà, dans des domaines Alors fixes... là, c'est une notion qui est essentielle. Bon, un libéral, il va vous dire qu'il est pour un marché libre. Pour un marché libre, le libre commerce, le libre... Bon, et c'est vrai. Maintenant, quand vous êtes à la tête d'un État, que l'État, c'est l'outil qui sert à protéger une nation contre les dangers intérieurs et extérieurs. Ce dont on s'est rendu compte quand on a eu la crise du Covid, c'est qu'à force d'avoir la loi des avantages comparatifs poussée à son extrême, la France devenait incapable, par exemple, d'avoir des masques en papier. Tu te souviens? Parce qu'on n'avait plus de fabricants de papier, etc. Bon, Hier, j'ai eu un petit truc comme ça. Je dois avoir une dent arrachée. Et donc, on m'a donné une ordonnance d'amoxicilline. Oui. Et ben, j'ai dû faire 6 pharmacies pour réussir à trouver de l'Augmentin. Oui.
Voilà. Parce que personne n'en a. Personne n'en a parce que... Alors, ça veut dire que... Et c'est là où les Suisses sont assez habiles, parce qu'ils ont réussi, encore une fois, je vais dire du bien de la Suisse, ils ont réussi à trouver une espèce d'équilibre entre ce que j'en ai souvent parlé aussi, entre ce que j'appelle la fragilité et l'antifragilité. C'est-à-dire que le rôle d'un État, ou de quelqu'un qui réfléchit à ce que doit faire l'État, c'est de dire, bon, il y a un certain nombre de choses dont on ne peut pas accepter qu'elles nous soient coupées si... par exemple, en cas de conflit ou en cas de famine, etc. Bon. Donc, un certain nombre de choses qui doivent être faites à la maison, ou dans lesquelles on doit garder. Et ça, on le fait à la limite. Ça tombe dans le domaine régalien, puisqu'il s'agit d'une protection militaire. Et bon, la rentabilité n'est pas le... Mais la difficulté, c'est qu'à ce moment-là, au bout d'un certain temps, il y a quelques années, il y avait failli avoir une OPA sur Danone. Et le ministère des Finances français avait décidé que faire des yaourts, c'était un truc stratégique. Donc, dès que vous donnez la possibilité à ces crétins à Bercy de dire que quelque chose est stratégique, ils vont décider que c'est stratégique pour vous empêcher de la concurrence et pour pouvoir pratiquer le capitalisme de connivence qu'ils connaissent très bien. Donc, la difficulté, et ça peut se passer encore une fois par l'intermédiaire d'un référendum, c'est de dire, bon, bah, écoutez les enfants, on doit être indépendant énergétiquement, ça va se passer par le système nucléaire, et ce système nucléaire sera un monopole, et est-ce que vous êtes pour... Et ensuite, on met en point des façons de contrôler ce monopole pour éviter les saloperies qu'on a eues avec... Je crois que c'est une décision démocratique qu'il faut avoir. Où arrête-t-on l'intérêt général, par exemple, il me semble qu'il y a deux secteurs qui sont essentiels, c'est quand même l'énergie et la bouffe, quoi. Bah oui. C'est deux secteurs avec lesquels il ne faut pas rigoler. Je suis bien d'accord. Et il me semble que les Français accepteraient. Et en dehors de ça, la bouffe de production, si je veux dire, pas l'industrie alimentaire. Voilà. Là, on vient d'avoir donc une crise paysanne, et beaucoup de gens ont posé la question, oui, mais alors si vous êtes pour un libéralisme, vous êtes pour le fait qu'on soit envahi de cerises turques ou de tomates espagnoles. Donc, il est difficile de répondre à cette question, parce qu'en tant que libéral, tu pourrais dire, oui, on va essayer de faire du ricardisme. Si on avait le problème, l'industrie agricole, c'est quand même pas mal de main-d'œuvre, pas autant que dans le passé, mais beaucoup quand même. Et à partir du moment où on a ces imbécilités de 2000 qui coûtent 4000, ben, il est évident qu'on n'a pas une chance contre les gars qui, au 2000, coûtent 2000, quoi. Parce que le problème, tu parlais des cerises du Ventoux, et j'y étais allée dans le Ventoux, justement, et j'avais parlé avec une agricultrice qui me disait, mais vous savez, le problème, c'est que en l'état, si on incorpore la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre pour prendre les cerises, sachant que la cerise était un fruit fragile, absolument, le mettre ensuite, et le temps qu'il arrive à Paris, le coût de production est tel qu'on ne peut pas entrer en compétition avec n'importe quelle autre cerise, elles sont beaucoup trop chères. Voilà. Donc elles se retrouvent à faire du kiwi. Ben voilà, parce que elles sont obligées de faire autre chose. Et je te jure, les cerises, elles pourrissent sur les arbres. Personne ne les ramasse. Mais ce qu'ils pourraient faire, c'est dire aux gens, oui, ben, venez les ramasser. J'imagine que tu peux venir avec ton échelle et tu vois... Ça, parfois, tu disais aux gens, ben, venez des villes d'à côté, puis venez ramasser les cerises et on vous les paye à la fin. Ils doivent le faire, mais si tu veux, en attendant, ils peuvent pas les mettre en barquette. Non, mais ça veut dire aussi qu'ils mettent plus les produits sur les cerises, donc elles sont toutes pourries, les cerises, parce qu'il y a plus, elles sont plus entretenues. Donc il y a toute une série de choses comme ça. Et là, c'est là où il faut éviter de tomber dans l'excès. C'est autant... c'est idiot d'être protectionniste, je sais pas, pour un téléphone Apple ou des trucs comme ça, parce que ça vient de tous les pays du monde, tu n'y arriveras pas. Autant il me semble qu'en tout cas pour l'énergie... Et la bouffe. Et la bouffe de base, c'est-à-dire la farine, les trucs comme ça. Mais c'est ce que font les Suisses. Les Suisses, ils ont des collectivités, si tu veux, et des syndicats qui sont pas idiots. Tu prends des coopératives comme la Migros, c'est exactement ce qu'ils font. Ce qui fait que, en vrai, quand tu vas à la Migros, c'est assez drôle, tu as le prix qui est inscrit directement sur l'étiquette. C'est-à-dire que tu achètes, on va dire, ton huile de tournesol ou ton huile d'arachide. Ça va être le même prix dans toute la Suisse, c'est-à-dire il va y avoir écrit 1,17 €, et ben ça va être 1,17 €, mais c'est écrit là où c'est écrit 1 litre. Tu vois, à côté d'1 litre, il y a écrit 1,17 €, c'est-à-dire le prix sera pareil pour toute la Suisse. Et c'est pris
de connivence avec tous les paysans, et on dit, voilà, à quel prix on achète, à quel prix on vend. Voilà. Et apparemment, donc, s'il y a une pénurie en Suisse de quelque chose, ils laissent rentrer les produits étrangers. Et sinon, non. Et sinon, si les paysans locaux peuvent le faire, ils disent non, c'est pas la peine, merci. Et c'est un système qui est pas mauvais parce que, encore une fois, le paysan, il y a deux choses dans le paysan. Il est celui qui produit la nourriture et il est aussi celui qui entretient la terre. C'est aussi un jardinier, si j'ose dire. Donc, il faut que le produit soit payant, mais il faut aussi que le jardinier soit payé. C'est-à-dire que peut-être on pourrait payer les paysans, c'est ce qu'on essaye de faire, quelque part, à entretenir la terre en faisant des produits de très bonne qualité et très chers. Et puis on ferait rentrer les produits pas chers qui viendraient de l'étranger. Mais ce qu'il faut dans la logique de l'antifragilité, c'est se dire à un instant T, si on a besoin de vivre sur nos réserves... On peut. On peut, alors que là... Aujourd'hui, mais surtout si on continue comme maintenant, dans 5 ans, on ne pourra plus. Oui. On n'aura plus les paysans, ils ne seront plus là. Donc c'est la limite de l'analyse de Ricardo des avantages Absolument, comparatifs. C'est exactement ça. Tu as une limite qui est, tu arrives à un niveau de fragilité tel qu'un choc peut te faire capoter. Voilà. Et le rôle du gouvernement, c'est d'anticiper ça. C'est de balancer la fragilité et l'antifragilité. On ne peut plus avoir de l'augmentin dans les pharmacies parce qu'il nous manque un excipient qui est fait en Inde, en URSS, en Russie, où est-ce que je sais. De sorte qu'aujourd'hui, nos usines de production qui sont dans la Roure, là, ne peuvent pas fonctionner. Il y a peut-être une autre possibilité qui est très possible, c'est que l'augmentin, les Français ont décidé qu'ils devaient se vendre, 30 centimes la pilule, ou j'en sais rien, et que ça coûte 40 ou 50, et que donc ceux qui ont de l'augmentin, c'est ceux qui payent le prix de marché, et que les Français qui veulent plus payer parce que ce prix est bloqué, ils n'ont plus d'augmentin. Parce que très souvent, quand une pénurie apparaît, ça veut dire qu'il y a des prix bloqués. Oui. Il y a des prix bloqués et que c'est pas rentable pour les étrangers de vendre de l'augmentin en France. Je ne sais pas si c'est le cas, mais encore une fois, tout ça, ça arrive toujours, ces espèces de systèmes, en fin de parcours, à un blocage. Mais c'est quand même hallucinant de se dire que cet antibiotique, un antibiotique à large spectre, se retrouve, si tu veux, il a fallu regarder sur un ordinateur où il y en avait. Et donc je sais, on me signale partout qu'il y a des médicaments qui sont en pénurie partout en France. Et c'est pas grave pour moi, ma vie n'en dépend pas. Mais enfin, cela dit, comme je vais me faire arracher une dent, j'aimerais bien de l'autre côté pas me retrouver comme ça et avoir un antibiotique. Mais bon, il y a des gens qui sont diabétiques, il y a des gens qui ont besoin de traitements au long cours. Mais partout, on me signale qu'il y a des pénuries de médicaments partout. Voilà. C'est sans doute parce qu'on refuse de payer les... Peut-être les pharmaceutiques sont en train d'essayer de nous égorger, mais c'est possible. Ça. Mais, et ça, c'est une fragilité qui va impacter... on l'a très bien vu pendant le Covid. Oui, on l'a très bien vu. Très bien vu. Et donc, encore une fois, le rôle du gouvernement, dans ce rôle-là... C'est peut-être de faire la balance un petit peu. C'est d'être de la balance entre les deux. Il y a des choses, et peut-être ça peut se faire par des discussions entre gens de bonne compagnie, par un référendum, en disant, est-ce qu'on considère que l'alimentaire est une priorité ? Oui, non. Est-ce qu'on considère que fabriquer des boutons de culottes, c'est une priorité ? Ou faire des yaourts, non. Faire des yaourts, non. C'est pas grave, on achètera nos yaourts de l'étranger ou on mangera autre chose. Mais en revanche, se dire, on entretient une certaine agriculture qui nous permettrait d'être indépendants, c'est-à-dire tant de fabricants d'huile, tant de fabricants de vinaigre, de sucre. Tant de tonnes de blé, tant de... Voilà. Et puis, de chocolat, en effet, ça c'est une question essentielle, parce qu'en effet, on ne peut pas laisser une nation devenir... Regarde aujourd'hui, à force de spécialisation, aujourd'hui, tous les semi-conducteurs de très très grande qualité sont faits à Taïwan, qui est à 80 km de la Chine, et qui peut être envahi, un de ces quatre, elle ne le sera pas, parce que j'y crois pas une seconde, mais si ça devait avoir lieu. Donc si on détruit les usines de semi-conducteurs à Taïwan, l'économie mondiale s'arrête. Pourquoi on les a fait là ? Parce que c'est le moins cher où il y avait les milieux. Donc c'est très bien. Mais en fait, en fin de parcours, cette décision de faire tous les ordres est une décision idiote et que personne n'a prise. En fait, si tu veux, quand tu regardes Ricardo dans les avantages comparatifs, ça se faisait à une époque où l'Angleterre allait échanger des draps contre du pinard. Contre du pinard. Donc c'était des produits qui, en soi, n'étaient pas du... t'as moins de pinard, t'as moins de draps, tu vois, c'est pas... Mais maintenant où on produit des produits extrêmement transformés avec des lignes de fabrication qui ont tellement de codépendance, on se retrouve en fait avec des fragilités tout le long de cette ligne. En tout cas, des fragilités. Ça peut devenir fragile s'il y a un tremblement de terre. Je me souviens par exemple, il y a quelques années, il y avait eu
des innovations très fortes, je crois que c'était en Thaïlande, et il y avait tout un paquet d'usines japonaises qui étaient en Thaïlande. Et le monde, d'un seul coup, a eu des pénuries de ce que faisaient ces usines japonaises. Et on s'y attendait pas. C'est ce qui s'est passé au moment du Covid, quand il suffit qu'il soit bloqué dans le détroit d'Osmuz pendant... Oui, il y avait le bateau qui... Le bateau, là, oui, effectivement. Du coup, il y a une espèce d'inflation sur les prix, parce que c'était, certes temporaire, mais... C'est ça. Donc, en effet, l'hyper-spécialisation de notre société augmente, comme je l'ai souvent dit, beaucoup sa fragilité. Et peut-être... Et donc, il serait peut-être temps, tout libéral que tu sois, il faut que le gouvernement prenne sa responsabilité. Et dans l'hypothèse de Alstom, vendre la spécificité française pour de l'argent à des gens comme les Américains, c'était criminel. Ça, c'était pas bien. Ça, c'était criminel. Que tu prennes, c'était criminel dans tous les cas de figure. Donc, oui. Oui, voilà. Autre question, j'ai la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce que l'immobilier est un bon placement pour l'assurance vie ? L'immobilier, oui. L'immobilier, en ce moment, on en a peur. On en a peur, ça veut dire l'immobilier... D'ailleurs, j'étais avec une copine lundi qui travaille dans une agence immobilière, et elle m'a dit qu'en ce moment, depuis la rentrée, septembre, elle fait visiter des biens et rien ne bouge à Paris. Elle me dit, les gens n'ont pas les prêts, ils visitent, maintenant. Elle me dit... Et les gens demandent trop. Voilà, donc il y a une inadéquation en ce moment entre l'offre et la demande. Elle me dit que c'est nul, il n'y a rien qui bouge. Oui. Non, moi, pour l'instant, si vous voulez, je crois que une assurance vie, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour des raisons fiscales. Et mettez dans votre assurance vie des airs liquides. Allez, ça vaudra mieux. C'est bien l'air. C'est bien. L'air liquide, c'est la solution à tous mes problèmes. Schneider, air liquide, vous avez quelques trucs comme ça. Sodexo, voilà. Bon. Pour toi, à quel pourcentage de prélèvements obligatoires devient-on une économie socialiste ? Certainement, au-dessus de 40, ça commence à se poser. 30, c'est bien. Pour moi, un État normal, un État qui fonctionne, peut fonctionner avec 30, 31, 32%. C'est ce qu'on voit en Suisse. Où il est très décentralisé, ça marche très bien. Bon, l'Allemagne, c'est à 40, ça commence à quoi ? Et au-dessus de 50... à ce moment-là, on dépasse les socialistes pour arriver aux communistes. Quoi. Et moi, aujourd'hui, l'État en France, on n'est plus un État socialiste, on est un État communiste. Moi, je trouve qu'il y a deux choses. Il y a le pourcentage de prélèvement et la masse qui paye. Parce que le problème qu'on a en France, on en parlait tout à l'heure, c'est outre le taux de prélèvement, c'est à qui ça s'applique dans la population. Et quand ça s'applique toujours aux mêmes et sur une base très restreinte, ceux-là vont gueuler au bout d'un moment en disant, dis donc, tu sais, c'est l'image qui porte l'image de la révolution, le clergé et la noblesse, mais c'est le cas aujourd'hui. Voilà, et ils se disent au bout d'un moment, dites donc, pas toujours les mêmes. Pas toujours les mêmes. J'aimerais être sur les épaules, moi aussi, de quelqu'un, parce que ça me... Non, mais c'est tout à fait vrai. Donc, moi, au-dessus de 50, et c'est aussi une question de réalité. C'est que dans un pays, comme je l'ai dit 25 fois, 80% de la richesse est créée par 20% des gens. Oui, c'est la loi de Pareto. C'est la loi de Pareto, et tout est distribué selon la loi de Pareto. Donc, si vous taxez comme des fous les 20%, ils vont aller produire ailleurs. Hein, parce que dans notre société aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'avoir des usines, des ouvriers, etc. Ils ont ça dans la tête, ils partent, ils se barrent, et ils créent leur société de software, je sais pas où. Donc, c'était déjà pas très malin de taxer les créatifs il y a un siècle, mais alors aujourd'hui, c'est complètement idiot, parce qu'ils sont mobiles. Ils sont mobiles comme jamais. Comme jamais. Donc, si vous voulez rester avec 80% de crétins, pas de crétins, mais de gars qui ne produisent pas, continuez les gars, ça va bien marcher. Et voilà. Est-ce que Charles Gave définit comme libéral la Chine et son économie socialiste de marché ? Alors ça, c'est une question très intéressante. Je vais essayer de vous expliquer la façon dont je regarde ça, parce que et je me fais engueuler par tout le monde, donc c'est que je dois sans doute avoir raison. Voyez, tu vois, quand tout le monde m'engueule, c'est que je suis sur un truc. La Chine devait se développer de façon... Elle avait fait aucune infrastructure de 1880 à peu près à 1980. Ni maison, ni route, ni rien.
Bon, il y a Deng Xiaoping qui arrive, qui dit ce qui compte, c'est pas la couleur du chat, c'est qu'il attrape les souris, en d'autres termes, ce qu'il faut que ça marche. Donc la Chine se lance dans un programme monstrueux d'infrastructure qui est dirigé par l'État. Ce qui est logique, les routes, les hôpitaux, les aéroports. Comme on a eu d'après-guerre. Comme on a eu d'après-guerre, c'était dirigé par un corps d'État. Bon. Et pour faire ça, il faut avoir ce qu'on appelle une répression financière. C'est-à-dire qu'il y a une épargne considérable qui est développée par le pays, mais elle est capturée, non pas pour aller prendre des vacances à l'étranger, mais pour faire des routes, des hôpitaux, etc. Ils ont fait ça pendant 20, 25 ans. Maintenant, l'infrastructure est développée. Et donc maintenant, ils arrivent à la deuxième étape, qui est qu'il faut qu'il y ait des gens qui se servent de cette infrastructure pour créer de la valeur, commercer, créer, etc. Donc la première phase de la déploiement de la Chine a été très technocratique. Et là, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire depuis 4-5 ans, c'est qu'ils sont en train d'essayer de passer à un développement par le marché de la deuxième phase. C'est-à-dire les trucs de faire les L'Oréal, les LVMH, etc. Et ça, c'est une phase qui est difficile parce que l'État doit se retirer. Mmh. Et donc, il doit y avoir la moitié des autorités chinoises qui vont se dire « mais il faut qu'on continue à gérer l'économie » et l'autre moitié qui dit « si on le fait, on va se planter parce qu'on aura toutes ces routes, etc. Mais il faut que des gens libres prennent ces routes. » Donc, sur cette discussion entre ces deux groupes qui doivent se détester, j'imagine, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la bourse s'est pété la gueule. Oui, hier, encore. Les actions chinoises, là, et arrêtez de nous dire que je les avais recommandées. Mais par contre, à partir de maintenant, je dis, vous devriez commencer à regarder les actions chinoises. Là, si elles sont au plus bas, oui. D'abord, elles ont extraordinairement baissé. Et ensuite, s'ils réussissent ce coup à passer d'une économie dirigée à une économie libre, tout en gardant le pouvoir politique très fort, sera un coup absolument génial. Et quelque part, la destruction créatrice est extraordinairement forte en Chine. Ils laissent les sociétés faire faillite. Tu vois, à l'heure actuelle, vous avez des sociétés immobilières immenses qui sont en train de faire faillite. Et ça ne les gêne pas. Tandis que nous, dès que nos sociétés pètent de travers, commencent à avoir des problèmes, on demande à la Banque centrale, mais créez de l'argent, baissez les taux, faites quelque chose. Les Chinois, ils ont quelque chose, ils disent il faut que la population, pour que ça marche sur le long terme, boive la potion amère. Ben ça, on est tout à fait dans une logique développement des chemins de fer du 19e siècle, où on a des minières, des chemins de fer, tout ça, à l'époque de la Grande Melba et ainsi de suite. Et voilà, ça sautait et tout le monde s'en foutait. Enfin, on s'en foutait pas, il y avait des paniques, etc. Mais il ne faut pas oublier que quand une société... On laissait faire, mais il ne faut pas oublier que quand une société, par exemple une ligne aérienne, fait faillite, c'est pas très grave parce que les avions sont toujours là. Celui qui a perdu du pognon, c'est celui qui essaie de gagner de l'avion. Mais les avions peuvent être achetés moins cher. Il aura les places d'aéroport qui pourront être achetées moins cher. Ce qui veut dire que le gagnant dans une faillite de ligne aérienne ou de chemin de fer, c'est le consommateur. Et que celui qui perd, c'est le capitaliste qui avait mis son capital. Et ça, les Chinois, ils ont très bien compris. Donc le fait qu'il y ait par exemple 100 millions d'appartements vides en Chine, ils en ont rien à foutre. Ça veut dire qu'il y a 100 millions de gars qui vont acheter des appartements moins chers et que donc leur niveau de vie va être d'autant élevé. C'est exactement le contraire de ce qu'on fait en France, où on bâtit pas d'appartements et finalement les gens deviennent de plus en plus riches pour de mauvaises raisons parce que le prix de leur appartement monte, mais la quantité d'appartements monte pas. Donc la Chine, c'est un vrai pays capitaliste, c'est du capitalisme autoritaire. Et donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que la Chine n'est pas un pays totalitaire, c'est un pays qui ressemble passablement, je sais pas, tu sais, c'était, non, comment appelle-t-on un pays où il y a 2 chaînes de télévision, tu vois, ça ressemble passablement à la France gaulliste des années 58-62, quoi. Je dis ça, je dis rien, mais... C'est la France du général, madame. C'est la France du général, c'est en OSS 117, ça. Ouais. Justement, j'avais une autre question de ce que tu pensais du crash des actions en Chine. Est-ce que tu l'avais anticipé? Est-ce que tu rachèterais? Je ne rachèterais pas parce que je n'avais pas acheté jusqu'à maintenant. Mais maintenant, si j'étais sur les obligations chinoises depuis très longtemps. Oui. Et maintenant, je dis pour ceux qui auraient eu la bonne idée d'acheter des obligations chinoises, mettez-vous moitié en actions chinoises, moitié en obligations chinoises.
Vous gardez votre moitié d'obligations chinoises et vous achetez la moitié des... Et vous avez des trucs qui vous donnent du 6, 7, 8% de rendement. Dividende. Qui reste risqué quand même. Qui reste risqué, mais par exemple, je crois que Alibaba, qui est une valeur incroyable, qui est un peu comme Amazon, quoi, doit se vendre à 4 fois le cash flow. C'est donné. Ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des trucs qui se passent aujourd'hui. Il y a quelques années, j'avais signalé que le Japon, les actions japonaises, c'était il y a 3-4 ans, avaient en cash la capitalisation boursière du marché. C'est-à-dire que tu as acheté l'action 100 et tu avais 100 en cash dans la boîte. J'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas plus d'OPA dans ce pays, mais bon... Et sans doute parce que c'est mal vu. Oui, sûrement. Ça doit Chez être les vulgaire. Japonais, c'est vulgaire. C'est vulgaire. Il y a quelque chose qui leur plaît pas là-dedans. En effet, parce que sans ça, tu rachètes... Si tu as ça en cash flow, mon Dieu, mais d'abord, tu rachètes rachètes 100 et puis ensuite tu rachètes la boîte et puis tu as la boîte gratuite. Oui, bien sûr. C'est tout le... Mais ça fait depuis 3 ans, elles ont doublé. Hein. Ça monte, personne n'en parle, mais ça monte tout le temps, le Japon. Mais je me demande si la Chine... en même temps, comme la monnaie est dévaluée, tu peux pas vraiment... Pour l'instant, oui, mais je crois pas que la monnaie chinoise va dévaluer, pour des raisons différentes. Mais donc, je me dis, si on est dans le même point aujourd'hui en Chine qu'on l'était au Japon il y a 3-4 ans, avoir des actions chinoises, c'est peut-être pas idiot. Alors... Acheter quand c'est pas cher du tout, en général, c'est une bonne idée. Oui, normalement, c'est comme ça qu'on fait de l'argent sans travailler. Oui, exactement. Bonjour, en tant qu'économiste libéral, que pensez-vous de l'aide publique au développement, prêt ou don, qui équivaut à une dizaine de milliards d'euros par an en France, à destination des pays du Sud, de la Chine au Soudan, et de sa pertinence? Alors, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Bauer, B-A-U-E-R, qui était un grand spécialiste qui était un Autrichien aussi, qui était juif aussi, qui a terminé sa carrière en Grande-Bretagne, professeur à Cambridge, je crois. Tiens, il doit trouver que c'est l'heure d'aller bouffer, lui. Voilà. C'est le chien qui vient de sortir. En effet, ça fait à peu près 1 heure. Et il s'appelait Peter Bauer, qui était un spécialiste de tout ça, et qui disait l'aide aux pays sous-développés, au développement, pour parler poliment, c'est de prendre de l'argent aux pauvres des pays riches pour le donner aux riches des pays pauvres et pour faire la fortune de la Suisse. C'est des machins qui ne marchent jamais. Des pays qui sont développés comme Singapour, etc., n'ont eu aucune aide au développement. La seule chose qu'il faut faire, c'est une stabilité politique, un système d'éducation qui fonctionne. Il est vrai que quand on voit les sommes d'argent qui ont été envoyées, par exemple, en France-Afrique, force est de constater que ça a surtout enrichi les dictateurs locaux. Et nos corps politiques en France. Et nos corps politiques, oui, parce que la Gabonaise des Jeux, je veux bien croire que... et le fils Pasqua, voilà. Bon. Toutes les campagnes électorales ont dû être payées par ces gars-là. Donc la question est intéressante, mais je crois que la Tanzanie, là-bas, a reçu depuis 40 ans plus que le plan Marshall en valeur absolue. Oui. Donc, tu regardes tous ces pays-là et tu dis, non seulement ça ne sert à rien, mais ça les fout en l'air. Par contre, ce qu'on devrait arrêter de faire, c'est de leur vendre à très bon marché nos surplus agricoles. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est que, en principe, l'agriculture, c'est toujours le premier stade du développement. Puis quand ça permet la création des villes, etc. Mais ce qu'on fait, c'est si tu envoies des poulets à 1 euro le poulet, dégueulasse, la petite dame en Tanzanie qui faisait des poulets dans son arrière-cour, elle peut plus avoir du cash, donc elle peut plus travailler. Et les jeunes Tanzaniens prennent le bateau pour venir bouffer les poulets chez nous, quoi. Oui, ça aide pas. Donc, subventionner une agriculture chez nous et en exporter les produits excédentaires dans ces pays-là, c'est la façon la plus rapide de ruiner ces pays-là. Donc, il faudrait peut-être aussi arrêter les subventions agricoles. Raconte l'histoire d'Alain avec les vaches. Ah bah oui, mais moi, c'est mon cher beau-frère qui n'est plus de ce monde. Enfin, il avait 60 hectares, je crois, en Gascogne, parce que c'est pas une terre bien riche. Il avait été voir le crédit agricole. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ce que vous devez faire, c'est que vous devez acheter des vaches et puis faire du lait. Bon, alors, ça lui allait comme une culotte à un âne, mais enfin, il avait essayé de faire du lait, ce qu'on lui avait dit. Il a perdu tout ce qu'il a voulu, parce qu'il avait donné le même conseil à tout le monde, donc le prix du lait s'est effondré. Le truc habituel, quoi. Et donc, à la fin, il a dû
faire racheter ses vaches et il a fermé son exploitation. Mais je veux dire, c'est... Pourtant, c'était très amusant de mettre des pétards dans les bousses de vache quand on était marchait petit. très bien. En fait, il fallait mettre le pétard dans la bouse de vache et ensuite courir le plus vite possible. Et puis il y avait toujours ce couillon de Pierre qui allait voir pourquoi ça n'avait pas pété. Pourquoi ça pète? Et Paul, il le prenait dans la tête, donc ça faisait toujours rigoler. C'est toujours le même qui allait voir pourquoi ça n'avait pas pété. Va voir pourquoi ça n'a pas pété. C'est des conneries, tout ça. Mais c'était... Donc, autrefois, le paysan, dans ma jeunesse, il faisait tout, il était... et il avait quasiment pas besoin d'argent, quoi. C'était le cash, c'était pour aller acheter du café et le tabac, quoi. C'était à peu près ça. Et puis, on a transformé ces gars-là en... En fait, on a fait une erreur monstrueuse, c'est qu'on a essayé de faire une industrie agricole alors que c'était des artisans. Il aurait fallu jouer la carte de l'artisanat à fond. C'est l'Europe qui a voulu ça aussi pour avoir des interlocuteurs qu'elle puisse beaucoup plus manipuler. Voilà, la FNSEA par exemple. Non, mais ça a été le massacre de la paysannerie française et ça me rappelle un petit peu... de Raoult, là, qu'on met à la retraite, alors qu'il a 60 ans, et que c'est le leader mondial dans sa spécialité. Donc, ce gars-là, il vaut littéralement des milliards de dollars, et on le met à la retraite, simplement parce qu'il a atteint 60 ans. Mais vous dites, mais quelle bande de crétins. Au Japon, il y a des gars, quand ils sont particulièrement doués, l'empereur leur fait venir une lettre en disant « Vous aurez l'honneur de ne jamais être à la retraite ». Et le type, il est fou de bonheur, il remercie. Je pense que tant que tu yoyotes pas, ma foi, pourquoi tu pourrais pas te servir de ton cerveau? Bien évidemment, si tu as fait un métier difficile, que tu as cassé des cailloux et que tu étais cantonnier sur la route de Louviers, bon, là, oui, évidemment, tu as de l'arthrose, tu as mal partout et ainsi de suite, mais si tu te servais de ton cerveau et que tu yoyotes pas, je comprends pas pourquoi. Moi, je veux pas dire du mal des gens terrestres, mais enfin, j'ai créé Gafcal avec ton frère, j'avais 60 balais. Ouais. Je suis pas gâteux encore, enfin j'espère que les gens trouveront que je suis pas gâteux, mais je veux dire, l'idée qu'on doit s'arrêter de produire parce qu'on a atteint 60 ans... Non, mais ça encore une fois, ça ne marche que pour les métiers physiques, parce qu'effectivement, le corps s'abîme. Oui, mais si tu es dans un système étatique et qu'on décide que tout le monde doit prendre sa retraite à 60 ans, sauf les hommes politiques... Oui, qui eux, ils peuvent durer jusqu'à 90 ans. Ils peuvent rester au Sénat pendant 27 ans, là. Donc, pour moi, la seule chose à faire, c'est quand même, à un moment ou à un autre, la seule chose qui est importante dans l'économie, c'est qui crée de la valeur, qui ajoute au bien-être commun. Et c'est pas comment... donc, il faut tout faire. Un libéral, c'est celui qui fait tout pour que la quantité de valeur dans l'économie augmente. Oui. De façon légale, je ne parle pas de la marijuana et de la prostitution, mais... Qui, de toute façon, font partie du PIB. Donc... Maintenant, oui. Oui, mais ça a toujours été imposé. C'était imposé au BNC, à l'époque, aux bénéfices non commerciaux, je crois que c'est ça. Et alors, la drogue, je ne sais pas, mais la prostitution, oui. La prostitution était toujours imposable. Donc, on rigolait en cours de fiscalité, on disait que l'État était le plus gros proxénète, puisqu'il imposait le revenu de ses dames. C'était encore une seule fois où il était à peu près utile, mais enfin, soyons méchants. Donc vraiment, encore une fois, le débat que j'ai avec quasi-totalité de mes confrères économistes, c'est eux, ils s'intéressent au PIB, au chômage, à la répartition des biens créés. Et moi, la seule chose qui me tracasse depuis 60 ans, c'est pourquoi les choses ont-elles une valeur et pourquoi cette valeur change tout le temps dans les transactions. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces transactions où le prix change tout le temps? Et il ne peut y avoir de prix que s'ils sont des prix libres. S'il y a une des deux transactions, un des deux côtés des transactions où c'est pas libre, à ce moment-là, je ne suis pas certain que de la valeur a été créée. Donc, pour moi, le seul truc, c'est ce à quoi je suis arrivé presque philosophiquement, c'est de me dire la seule valeur créée, c'est quand les deux parties sont toutes les deux d'accord. S'il y a une des deux à qui on donne un grand coup de pied dans le derrière, il n'y a pas de valeur qui est créée. Il y a de la valeur qui est extraite d'un pour le donner à l'autre. Donc, dans une économie normale, le maximum d'efforts doit être fait pour que le maximum de transactions se passe librement encore là. Mais il y a des transactions qui ne peuvent pas être libres, comme la police, l'armée, la justice, etc. À ce moment-là, il faut trouver une façon de les facturer, mais c'est pas de l'économie. Pour moi, la liberté et l'économie, c'est absolument l'envers et l'endroit de la même pièce. Voilà.
Voilà, et ben on aura fait un petit tour de vos questions. J'espère que ça vous aura plu. De quoi tu veux qu'on parle la semaine prochaine? Peut-être on refait un point sur la Chine ou... Oui, il faudra peut-être... Il y a des choses dont on doit parler, oui, c'est... j'aimerais peut-être qu'on parle de quelque chose qui me gêne un peu, c'est que de ma vie, je n'ai été dans une période aussi irréelle. Mm-hmm. C'est-à-dire, partout où je regarde, les gens au pouvoir, les médias, racontent des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité. J'ai l'impression d'être dans une pièce de Ionesco. Je crois aussi, et c'est une réflexion qu'Emmanuel Todd avait dans son livre, que jamais dans l'histoire nous n'avons eu des politiques avec aussi peu de substance. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un monde... qu'est-ce que tu peux demander à un gamin comme Attal, qui a 12 ans et demi, et dont la principale fait d'armes était d'avoir fait du théâtre, et même remarque d'Emmanuel Macron. Ce sont des communicants qui ont pour eux de faire joli garçon et d'avoir un vocabulaire avec des épithètes. Mais j'en arrive à ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais du coup, ils décrivent un monde, et puis tu regardes le monde réel à côté, et j'ai jamais vu aussi peu de relations entre le monde décrit par ces gars-là et puis le monde dans lequel se dépatouillent les paysans. Et ça, je le vois partout. Alors, je ne sais pas, on n'était pas là pour savoir comment ça s'est passé avant la Révolution française. Mais peut-être dans la noblesse là-haut, ils étaient aussi dans un monde irréel. C'est pour ça. Peut-être qu'aussi, on arrive à cette espèce de fracture entre les mondes. Peut-être il faudrait essayer de réfléchir là-dessus, mais je ne sais pas trop comment. Faire un peu un truc sociologique, c'est comme on l'a fait une ou deux fois. Essayer de réfléchir là-dessus en disant il y a quand même une distance entre la façon dont les hommes au pouvoir parlent et la réalité que vivent tous les gens, parce que de la réalité que vivent tous les gens aujourd'hui, c'est quand même une baisse du niveau de vie. C'est drôle parce que tu vois, on avait fait cette émission sur les hommes et les femmes et on parlait justement de l'hypersexualisation de certaines femmes. Or, des statistiques sont sorties hier en disant que les jeunes n'avaient jamais eu aussi peu de rapports sexuels. Et ça, j'en suis persuadée que par rapport à mon époque des années 80-90, aujourd'hui, la sexualité... Comme c'était interdit, on y pensait tout le temps. Oui, bien évidemment. C'est que ça. Oui, et puis en plus, comme c'est marrant parce que j'entendais un videur justement de Marseille qui parlait de ça. Je sais plus, quelqu'un lui disait, mais alors, est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de sexualité en boîte, moins de sexualité? Il disait, mais vous vous rendez pas compte? Autrefois, vous passiez dans une file d'attente et votre main pressait un petit peu le sein d'une femme, mais vous en aviez des rêves pendant 6 mois après, et ainsi de suite. Il dit, maintenant vous avez tout, vous avez cet accès au porno qui arrive où on voit des trucs qu'on n'aimerait pas avoir vus d'ailleurs, parce que c'est graphique, voilà. C'est dégueulasse, déjà qu'à deux, c'est dégueulasse. Et du coup, toute cette espèce d'érotisation qui passait par la pensée, se dire « Oh là là, ma main a effleuré vaguement le sein, voilà, on n'en pouvait plus », est parti. C'est une très bonne... Moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on nous décrit un monde comme ça, où il n'y a que de facilité d'accès à la culture et tout ça. Et puis, il y a le truc où les gens continuent à se dépatouiller les deux pieds dans la fange, là. Et il y a une différence entre les deux qui est grosse de problèmes à venir, quoi. Me semble-t-il. On va peut-être essayer de faire ça là-dessus. Écoute, on peut essayer, voir comment on va voir si on y arrive. Oui, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre des pouces, parce que vous ne mettez pas des pouces. Suivez-nous. On va bientôt passer les 300 000, donc on est... on y arrive. On ne sait pas pourquoi, c'est vachement bien. Ouais, on est very sight. Donc, on vous remercie. On remercie Guillaume qui est avec nous aujourd'hui. Et on vous dit à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Et n'oubliez pas d'acheter Causeur. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et le livre, mais le livre, c'est déjà fait. Oh, le livre, on l'a déjà acheté, oui, c'est ça. Mais pas à 300 000. Mais reste assis, tu sais que tu es pas possible. Reste assis, qu'on est dit fin. Voilà, mais il est pas gentil. Allez, bisous.